Boum, 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 boum. Boum, 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 Bonsoir à boum, tous, boum. vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous. L'une d'entre elles, ça fait un moment que vous ne l'avez pas entendue depuis la Saint-Patrick en réalité. C'est Manon, comment vas-tu Manon aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien. Je suis contente de tous vous retrouver, tous et toutes, et de faire ce petit podcast. Ça faisait longtemps que j'avais Oui, pas, produit quelque chose. Voilà. et ça fait plaisir de te voir revenir. Quelqu'un d'autre qui revient également, mais moins dans le temps, on va dire, c'est Héloïse qui est avec nous. Comment vas-tu Hélo? Salut, ça va plutôt très bien, oui. Ah, et ben c'est fantastique. Du coup, encore une fois, un épisode enregistré à trois personnes, ce qui signifie que moi-même, j'aurais préparé un petit truc bonus à la fin. Et je propose, chers auditeurs, pour ne pas perdre plus de temps, qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va pas mal tourner autour de choses un petit peu étranges. Et je vais donc laisser la parole à Héloïse. C'est à toi de jouer. Oui, puisque moi aujourd'hui je vous parle de la figure de la sorcière, et notamment pourquoi est-ce qu'en ce moment le milieu féministe se réapproprie autant cette figure sorcellaire. Mais alors un petit point avant de démarrer ma chronique, puisque je parle quand même de manière générale de féminisme, des femmes, etc. Et j'aimerais faire une pensée pour toutes mes sœurs afghanes en ce moment, qui sont dans des situations très délicates, mais également mes adelphes queer, qui risquent leur vie juste parce qu'ils existent en Afghanistan à l'heure actuelle. Je ne veux pas rentrer dans la polémique ni quoi que ce soit, juste je voulais penser à eux aujourd'hui, pendant qu'on y est. Pour vous, Manon et Marc, si je vous dis le mot sorcière, ouais, petite question dès l'entrée de jeu. Ah oui, Quelle pas fou. image est-ce que vous avez qui vous pop en tête? En film, dessin animé, BD, etc. En culture Bah, pop, tu veux dire? en culture Ouais, en populaire, ouais. pop culture. OK. Vas-y, Marc. En pop culture, là, c'est pas directement, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout le truc auquel je pense normalement. Mais là, tu m'as dit image pop culture, j'ai eu la tête de la vieille sorcière de Blanche-Neige de Disney qui est apparue en premier. Ouais. Voilà. Elle est canon en même temps. Vraiment avec l'air un peu genre, et là, avec la pomme dans la main, genre, Ah, celle-là, Ah, moi je suis super. sur la Voilà. méchante reine, Non, vraiment non, non, canon. là, c'est vraiment en mode sorcière dégueulasse, quoi. Et après, je sais pas Mhm. pourquoi j'ai pensé à la sorcière blanche de Narnia derrière. Ok. Mais voilà, si on veut parler de pop culture, en tout cas, j'ai pensé à ça en premier. Et moi, c'est vraiment ma culture à moi, ma pop culture à moi, mais je pense tout de suite, quand je pense sorcière, à Willow Rosenberg dans Ah, Buffy contre les Buffy. vampires, bien sûr, Mm. vraiment. Parce que c'est vraiment une série qui a forgé mon enfance, et pour moi, c'est la sorcière, moderne par excellence. Donc c'est souvent à elle que je pense quand je pense à une figure forte, de sorcière dans la Et pop c'est culture. un des meilleurs persos de Buffy en plus. Exactement. Eh ben super, merci de vous être prêté à ce petit jeu. Et alors, il y a deux images qui me parlent particulièrement, c'est celle que tu as citée, Marc. Parce que moi aussi, en général, quand on parle de sorcière, c'est la sorcière Blanche-Neige que je vois. Cette image un peu avec de la sorcière malfaisante, avec un nez crochu qui chevauche un Oui, balai, la verrue, et là. qui a une restauration spécifique pour le malin, globalement, ou pour le mal de manière générale. Et l'autre image que tu as citée, qui est une image beaucoup plus moderne, qui est la sorcière de Narnia, qui est donc avec un physique beaucoup plus lissé, mais qui est tout aussi malfaisante. Et en fait, moi je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on a cette image vraiment de la sorcière qui va être vieille, méchante, etc. etc. Et bien tout simplement parce que on va faire un petit peu d'histoire, même si c'est pas mon créneau à la base. Au XVIIIe, XVIIe siècle, globalement, on a ce qui va être le livre de référence pour la chasse aux sorcières. C'est le Malleus Maleficarum, qui va mettre globalement tout sur écrit, ce qui va nous permettre de reconnaître une sorcière. Ça devient une espèce de Bible occulte. Et les clés de reconnaissance de ces fameuses pécheresses, ça va être qu'elle est trop indépendante, trop pauvre ou trop riche, hein, on sait pas trop choisir, qu'elle va être trop pieuse ou impie, encore une fois, on sait pas trop, qu'elle va être vieille, que c'est une sachante, elle a beaucoup trop de savoir, et qu'elle a un nez crochu, un balai, et qu'elle fait des sabbats. Alors dans cette description, il y a notamment des descriptions physiques qui nous paraissent un peu choquantes avec notre regard actuel, même si ça a été beaucoup repris, notamment dans la pop culture et les dessins animés de notre enfance. Ça peut être un peu choquant, d'une certaine manière, puisque il faut pas oublier à l'époque, et encore de nos jours malheureusement, la vision très antisémite qu'on peut avoir de la société. C'est pour ça qu'on a notamment des ressemblances sémantiques, sabbat et physique, où on a tendance à dire que les juifs ont un nez crochu. D'accord ? C'est stupide, Ouais. mais c'est comme ça qu'ils étaient décrits. Et on est bien d'accord que la chasse aux sorcières, elle a eu lieu pendant l'époque des Lumières, et non pas au Moyen-Âge, comme je l'entends te dire très souvent. On Tout à est Ouais, c'est la diabolisation du Moyen Âge, de toute façon, fait. De toute façon, c'est toute totalement. la ça. merde, c'était au Moyen Âge.
On veut oublier qu'en fait, ce fameux siècle des Lumières, de l'ouverture, de l'encyclopédie, en fait, c'est la pire époque de l'obscurantisme. Bref. Pourquoi est-ce que cette image et cette figure, depuis quelques années, maintenant, elle est reprise de manière exponentielle par notamment les milieux féministes? Parce que vous allez me dire, oui, bah, c'est bien mignon, mais bon, les sorcières, jusqu'à maintenant, on baigne dedans, on en voit dans tous les films. Oui, mais dans tous les films, c'est la méchante. Et alors, ce qu'il est important de voir, c'est qu'en fait, la sorcière, si on enlève ce côté méchant, elle a un super pouvoir. En vrai, elle en a 3, cette figure de la sorcière. Son premier pouvoir, c'est qu'elle a un pouvoir d'empouvoirment des femmes. Je m'explique. Les sorcières de notre enfance, quand on enlève le fait qu'elles sont méchantes, elles sont ultra puissantes. J'ai quand même envie de dire que la sorcière de Blanche-Neige, elle est quand même capable de faire une pomme empoisonnée. Si c'est pas être ultra badass, je sais pas ce que c'est. Maléfique, elle a un corbeau apprivoisé. Elle fait pousser des ronces autour du château de la Belle au Bois dormant. C'est hyper puissant, encore une fois. Attends, elle se transforme change en dragon. C'est méga stylé. Et En fait, voilà. tu oublies le truc le plus Le important. Elle se change en dragon. Merci, j'ai failli l'oublier, c'est dit. Et du coup, utiliser ce mot pour nous décrire, nous, en tant que femmes, dire « je suis une sorcière », ça permet également de s'associer à cette puissance et d'être un peu moins ces êtres fragiles et chétifs que la société attend de nous. Après tout, j'ai envie de dire que pour vivre dans notre société actuelle, il faut être forte, puisqu'il faut arriver à être nous-mêmes. Alors ça vaut pour tous les genres, hein, j'ai envie de dire. Mais être nous, c'est quand même vachement compliqué. Alors être nous en tant que femme et s'assumer en tant que femme dans sa complétude, c'est encore plus compliqué. Parce que pour ça, il faut arriver à s'affranchir des carcans. Et c'est tellement compliqué. Et du coup, c'est déjà pas mal d'avoir au ne serait-ce qu'un mot, de dire « je suis ça, donc je suis forte et je suis puissante ». La deuxième chose, ça va être la réappropriation d'une histoire qui a été effacée et qui a été masquée. En gros, ces femmes, ces sorcières qui ont été brûlées sur les bûchers, ce sont nos ancêtres. On les a fait passer pour des personnes qui étaient méchantes, qui avaient mérité leur sort, alors que, en fait, juste en faisant ça, on couvre un des plus grands génocides de l'histoire. Parce qu'à l'école, on entend souvent parler de beaucoup de génocides, etc. Et c'est évident, c'est normal, ça n'aurait jamais dû exister. Je pense qu'on est d'accord. Mais il y en a un qu'on oublie systématiquement, c'est celui des sorcières. Puisque, c'est très bête à dire, mais il n'a touché, alors pas que, mais en majorité des femmes. Et du coup, vu qu'on est partie négligeable de l'histoire, pourquoi la prendre? Ou en tout cas, pourquoi la prendre pour de vrai? Et du coup, ça peut aussi être une autre manière de se réapproprier notre histoire, puisqu'on parle énormément de patrimoine depuis quelques années, une vingtaine d'années, on va dire. Mais on a besoin aussi de réapprendre notre matrimoine. Big up. Tout ce qui nous vient de nos mères, de nos sœurs, de nos tantes, etc., de nos grands-mères. Et ce savoir, en fait, qui est normalement transmise notamment de mère à fille, il a été volé à l'époque des sorcières, puisqu'on a empêché des femmes de transmettre leur savoir à des plus jeunes. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout ce qui était sage-femme, doula et guérisseuse, c'était la plupart du temps des femmes. Et qui sont les médecins au XVIIe, XVIIIe siècle, à partir de ce moment-là, des hommes. Du coup, on a aussi toute cette manière-là où on nous a dit non, mais ça, c'est pas quelque chose pour les femmes, qui en fait, à la base, était fait par des femmes, et on nous l'a spoilé, complètement. Et alors, une autre manière qui est très importante au niveau réappropriation, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, par exemple, des personnes qui vont être noires se traiter du N-word entre elles, notamment pour se réapproprier. Oui, bien Et sûr. ben en fait, c'est pareil. Bien sûr. C'est pendant très longtemps, moi je l'ai entendu, ouais, mais t'es qu'une vieille sorcière. C'était une insulte. C'était la menace d'un jour finir vieille fille à chat. Et se le réapproprier, ça nous permet de ne plus souffrir et de normaliser ça. Parce qu'après tout, il n'y a rien de mal à être une vieille fille à chat. Ou à chien, ou à furet, ou à canari, comme on veut. Mais c'est l'image de base. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilise l'image du chat. J'imagine que le chat est tiré avec la sorcière, forcément. Il doit y avoir un lien. Oui, c'est pour ça. Oui, je pense qu'il y a Les carrément chats, un lien. les chats, en fait, sont considérés à l'époque comme étant des animaux démoniaques. Parce qu'ils sont nocturnes, ils chassent des proies des humains, etc., etc. C'est pour ça qu'on les aime pas. Et ils sont associés aux sorcières à cause du fait qu'on les aime pas et qu'ils portent malheur. Vous savez, c'est le fameux familier de la sorcière. Ouais, c'est ça.
Et du coup, finir une vieille fille à chat, bah, c'est clairement finir à une sorcière à chat qui est bonne à brûler. À oindre ses balais toute la journée. Oui, alors d'ailleurs, en parlant de balai, j'avais pas prévu d'en parler, mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la figure du balai est autant appréciée par les chasseurs de sorcières? Je sais pas, mais j'aurais envie d'essayer de deviner, peut-être une connotation sexuelle, j'en sais rien. C'est exactement ça. En fait, le ballet représente l'émancipation sexuelle de la femme, puisque ça va servir d'excitation sexuelle, de Gonmichen, nous dirons. Et en fait, ils disent, pour reconnaître une sorcière, qu'en fait, elle se balade nue sur son balai pour loindre de son propre fluide. Ça va loin. Oui, puis moi j'ai lu des descriptions où genre elles, font des onguents pour en oindre le balai et qu'après elles se masturbent avec, enfin voilà, ça va très, très loin. Les mecs ils sont en mode, «Non, non, pas le balai quoi». Oui, c'est ça. C'est ouh là là, elle se fait du bien avec son balai, elle a plus besoin de nous. Confisquons tous les Et balais. non mais c'est ça et puis pour en revenir à la figure de la vieille fille à chat, en vrai, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a plus rien d'insultant à être une vieille fille à chat parce qu'en fait, bah, effectivement, je pense qu'on a à notre disposition, toute une série de sextoys dont nos ancêtres sorcières n'auraient pas pu rêver et que du coup, ben, on a même plus besoin des hommes, on est seuls avec nos sextoys et nos balais et nos chats, tout va bien quoi. Oui, alors pour nous, tout va bien. Mais alors, c'est là mon troisième point de se réapproprier la figure de la sorcière, puisque c'est une réappropriation également de la figure de la vieille femme et de notre droit à vieillir. Tout simplement parce que de nos jours, on a encore des restes de l'époque, ne serait-ce que d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, où il était super mal vu qu'en tant que femme, on puisse vieillir sans mari et encore moins sans enfant. C'est quelque chose qui est obligatoire, et nous ne sommes pas réellement des femmes tant qu'on n'a pas eu des enfants. Alors que non, merci, mais non merci, moi je suis très bien avec mes chats justement. Après, les personnes qui veulent des enfants, ça les regarde, je ne fais absolument pas une chasse aux sorcières des personnes Ah. avec enfants. Mais voilà, moi ce que je remarque, c'est que dans notre société, notre valeur se définit à nos capacités reproductrices et maternelles notamment. Et super réducteur, et super triste notamment pour les personnes qui veulent des enfants mais qui n'y arrivent pas. Et du coup, même en ayant eu des enfants, il est super mal vu de vieillir. Par exemple, là où un Georges Clooney, il va prendre en maturité, il va devenir un vieux beau, etc. Une Catherine Zeta-Jones ou une Cameron Diaz, elles vont décrépir, faner ou flétrir. C'est joliment dit, n'est-ce pas? Et puisque notre valeur est basée sur notre capacité de procréer, il est interdit d'arriver à la ménopause. Sinon, c'est poubelle, adieu basta, je ferme le sac et tu n'existes plus. C'est d'ailleurs pour ça que nos cheveux blancs sont souvent des drames, pareil pour nos premières rides, et que le capitalisme et le patriarcat se font du beurre sur nos insécurités, notamment en proposant tout ce qui est teinture et tirage de face. Ne serait-ce que toutes les crèmes, moi j'hallucine toujours, de voir Mm. toutes les crèmes anti-rides, contour des yeux, gna gna gna. Moi je me rappelle, ma mère m'avait dit que, dès que j'aurais genre 22 ans, il faudrait que je commence à mettre de l'anti-rides, quoi. C'est exactement ça. On a une lutte constante pour que les marques de l'âge ne s'inscrivent pas sur nous et du coup notre date de péremption ne se voit pas. Comme si de ne pas l'avoir, elle n'allait jamais arriver. Et d'ailleurs, même si cette bataille, on l'a faite pour éviter justement que le monde extérieur nous voit vieillir, et ben en fait, dans cette bataille, on n'a pas le droit de la montrer. On n'a pas le droit d'avoir par exemple les racines qui sont grises si on a une belle couleur noire. Pareil, si on est trop lifté avec le visage complètement tiré vers l'arrière, on va se faire moquer avec une voix ultra dédaigneuse et beaucoup de jugement. Et du coup, ce qui est un peu dommage, puisqu'on nous demande absolument de ne pas vieillir, mais si on fait en sorte de ne pas vieillir, on se fait quand même taper dessus. C'est bizarre comme les gens ne sont jamais contents. Bref. Du coup, se rapproprier cette image de la sorcière, qui est une tête blanche et qui est encore active dans la société, d'un point de vue personnel, professionnel, voire même sexuel, et ben ça peut nous permettre de vivre notre vieillesse avec un peu moins d'injonctions. Peut-être que moi, quand j'aurai enfin atteint l'âge de ma ménopause, si j'ai des cheveux blancs, des cheveux gris, peut-être que je les accepterai plus facilement que par exemple ne serait-ce que ma propre mère, qui a continué à se faire des teintures jusqu'à très récemment, alors qu'elle a plus de 60 ans, et que ses cheveux blancs, elle les a eus à 40 ans. Ce genre de choses. Et du coup, peut-être que lorsque ce sera banalisé, que nous aussi on vieillit. Et on a le droit de vieillir en étant active, au sens large, peut-être que les hommes de nos vies, je parle pour les couples hétéros ici, arrêteront de prendre des compagnes de plus en plus jeunes, puisque c'est quelque chose d'assez récurrent malheureusement à la fameuse crise de la cinquantaine. Le couple va se séparer et monsieur va chercher de plus en plus jeune. Leonardo DiCaprio, pour ne donner qu'un exemple.
qui, je crois à l'heure actuelle, sa nouvelle copine doit avoir à peine 17-18 ans. Même, Ah. même, 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 même. De la pédocriminalité, on adore, mais banalisée. Et du coup, voilà, c'est pour ça que se réclamer d'être une sorcière à l'heure actuelle, c'est pas juste être un peu chelou et vouloir absolument faire des choses bizarres avec d'autres personnes dans les bois, même si ça peut être très très drôle. C'est aussi souvent se dire, en fait, je veux être ces femmes, je veux être vraiment les petites filles de celles que vous avez oublié de cramer. Et je suis là pour cramer le patriarcat. Et on a eu peur toute notre vie. Maintenant, c'est à vous de nous laisser notre place, sinon vous aurez peur. Et d'ailleurs, je voudrais dire à mes adelphes, qui sont des personnes sexisées, des personnes minorisées, que vous êtes des sorcières. Vous êtes fortes, vous êtes fières, et pour ça, je ne peux que vous donner toute mon admiration. Et c'est ainsi que je termine ma chronique. Sur une bonne fin. Exactement, sur une fin J'applaudis, mais ça passe pas optimiste. sur le Discord. C'est ça, j'applaudis virtuellement. Clapitis. Visuellement, c'est ça. On me rajoutera des clap, clap, clap au montage. Ah oui, tu pourrais rajouter, tu sais, ouais. Ouais, Pourquoi et tu comme s'il y avait rajoutes une pas foule en des délire autour, tu sais, genre, putain, mais tu sais, quand on fait des blagues pas drôles, tu devrais trop rajouter des faux rires. des faux rires. Tu tu J'avoue, tu remixes tout le podcast. ce serait beau. Je voulais remercier Héloïse parce que quand tu m'as dit que tu allais faire, une chronique sur la figure de la sorcière dans le féminisme, vu que c'était un sujet dont on parle énormément en ce moment, j'avais peur que ce soit redondant, Mm. parce qu'il y a déjà 1 milliard de podcasts, qu'il y a déjà 1 milliard d'articles, 1 milliard de livres, 1 milliard de vidéos, 1 milliard de trucs et qu'en plus, du coup, ben, la pop culture justement, enfin Oui, ça a été la beaucoup la repris. société, voilà, essaye de nous voler à nouveau ce thème-là et Mm. d'en faire un objet de capitalisme. Enfin, moi, j'ai beaucoup bossé en librairie et je vois tout ce qu'on appelle l'ésopop et donc Mm. tout ce renouveau de la figure de la sorcière qui enfin, ça ce thème a été enfin, les mecs se sont emparés de ce L'ésopop, thème. c'est L'ésopop, ouais, c'est un truc. C'est l'ésotérisme populaire, du coup. ouais, c'est ça c'est le C'est ouf. enfin, c'est un peu le néo-ésotérisme, tu vois? Genre maintenant, bah, ça y est, on se réveille, on est en mode, OK, on aimerait bien retourner vers des trucs un peu plus naturels. On aimerait bien, genre juste, que la figure de la femme, soit à nouveau, enfin, voilà, si on peut dire à nouveau, soit respectée, soit valorisée, Mm. soit à sa juste valeur et en fait, ben, du coup, ben, les éditeurs notamment, les médias se sont vraiment emparés de ça. Donc j'avais Ça peur que ce devient une soit marchandise, en extrêmement fait. ah ouais, c'est complètement devenu une Ouais. marchandise. Bah, quand tu vois tous les bouquins qui sortent sur la magie, des règles, enfin, tu vois, enfin, tout le merdier en mode, des calendriers, des agendas, de la sorcière, Ah, mais c'est trop. enfin non, mais c'est abusé, enfin, tu là, C'est mais vraiment faire des sous sur vraiment une réappropriation. c'est ça. Donc enfin, bon après c'est notre société capitaliste, hein, Mm. Oui, voilà. je suis pas très surpris, de certaine manière. Oui, non, voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un thème qui, depuis que je vois à quel point c'est réapproprié, c'est un thème qui me fait peur quand j'en entends parler parce Mm. que tu sais, je suis toujours un peu bon après je te faisais parfaitement confiance là-dessus, hein, mais tu sais, je suis toujours un petit peu quand on veut me parler de ça, je suis un peu sur ma défensive en mode, «Vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire encore que j'ai pas déjà entendu ou qu'est-ce que tu vas sortir comme connerie, avec ton ésopop?» tu vois? Oui. Bien Ouais. sûr, je pensais pas du tout que tu allais partir là-dedans, mais du coup, ça me fait Non, mais plaisir ça parce aurait que tu pu. as parlé d'un thème, notamment le thème de la vieillesse, dont on parle pas assez souvent, je trouve et Non. Mmh. surtout en faisant le raccord avec la figure de la sorcière. Donc je trouve ça super cool, merci d'en avoir parlé et puis merci pour tous tes petits mots pour nos adelphes effectivement et nos sœurs. Mais de rien, bah, merci d'avoir écouté avec de l'attention et je suis contente de ne pas t'avoir déçue parce qu'en effet c'est un sujet dont on parle énormément et je sais que tu connais beaucoup de choses à ce sujet-là et j'ai essayé de ne pas être redondante et en fait cette question vraiment de la vieille femme, eh ben on n'en parle pas assez et on ne sera des futures vieilles femmes, hein. On va pas se leurrer. Moi j'ai presque hâte Tout se passe d'être une bien, en tout vieille cas. pomme ridée. Tu vas être tellement une vieille chiante en plus toi. Mais oui, je vais être une vieille conne et une Ah vieille tu vas te chiante. régaler. Oui, je pourrais enfin dire tout ce que je pense tout bas tous les jours. Mais du coup, voilà, c'était important de pouvoir en parler et quoi de mieux qu'ici, en plus en bonne compagnie pour le faire. Bah, en tout cas, merci du coup d'avoir bien voulu te lancer là-dedans. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, c'est une transition qui est toute ouverte pour toi maintenant, vis-à-vis de Mm. ton sujet que tu nous as Alors mais prévu. elle est parfaitement ouverte parce que tu as parlé, donc notamment des 17-18e siècle et d'un ouvrage qui s'appelle le Malleus, le Malleus Maleficarum Maleficarum. Maleficarum, pardonnez mon latin. Et ben, moi aussi, je vais parler
d'un ouvrage, du 8 alors pas le même, mais bon, enfin, c'est dans ma chronique, je vais vous en parler. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai envie d'explorer depuis longtemps. En fait, je suis du genre à laisser 150 onglets ouverts sur mon ordi et tu sais, je me dis genre: «Ah mais c'est tellement intéressant ce sujet, il faut vraiment que je fasse des recherches» et quand tu lis la page Wikipédia, bah, tu ouvres de nouveaux onglets et encore des onglets et encore des Ouais, onglets parce que tout est classique. Mmh. intéressant et au final, tu ne fais jamais les recherches et tu as juste 1000 onglets et que tu laisses comme ça moisir. Donc merci Marc de faire, ce podcast parce que du coup, ça me force à aller voir mes onglets et à me motiver à faire vraiment mes recherches. Donc j'avais envie de parler de ça depuis longtemps, mais ben, j'avais pas trop le temps et du coup, je me suis dit que c'était pas si mal au final de pas avoir le temps parce que ça me forçait à faire des petites chroniques et j'avais bien envie, comme je disais à Marc, d'essayer de faire des chroniques un peu do it yourself, où en fait, je vous présente un objet ou une plante ou un truc comme ça. Je vous présente un petit peu dans son contexte, historique et je vous explique, bah, comment vous en servir à des fins, magiques et ésotériques. Les op-op. Les op-op. J'ai hâte. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une sorte d'amulette qui a fait vraiment fureur au XVIIIe siècle. Alors, on la connaît un peu moins aujourd'hui et je vous donne un indice, peut-être que vous allez, savoir de quoi je parle, je ne sais pas du tout. On dit de cette amulette que c'est le charme d'engourdissement dont les voleurs faisaient usage pour dévaliser les maisons sans être inquiétés. Ah, Est-ce trop que bien. vous avez une idée de ce dont je vais vous parler? Un charme d'engourdissement? Ouais. De la poussière de sommeil, un truc comme ça? Non, c'est vraiment quelque chose de physique. Ça s'appelle la main de Heu, gloire. Si! d'accord. Ça vous dit Oui, un j'en avais truc? entendu parler. Alors, ça vous dit sûrement un truc parce qu'en fait, on en voit une dans Harry Potter et la Chambre des secrets. Je sais Mmh. pas si vous vous rappelez quand, Harry, en fait, il se viande en faisant la poudre de cheminette et qu'il se retrouve, dans l'allée des embrumes. Il est dans cette espèce de boutique, hyper obscure et il se fait empoigner par une espèce de main momifiée à un moment. Ah Oui. oui! Voilà et ben ça, c'est une main de gloire. D'ailleurs, alors vous êtes plus Potterhead que moi, peut-être que vous allez, mieux vous en souvenir, mais dans les bouquins, il y a Drago qui est hyper intéressé par cette main en question et il le dit au vendeur et le propriétaire de la boutique le félicite et lui dit, «Ah, tu as du goût, c'est un bel objet», tu vois? Je sais Oui. pas si vous vous souvenez de ça. Mmh. Voilà. D'ailleurs, plus récemment, pour ceux qui ont regardé, les Chilling Adventures of Sabrina, la nouvelle Mmh. série de Ah! Sabrina sur Netflix, et ben, dans la saison 2, épisode 6 pour être précis, il y a Nick qui dit qu'il a besoin d'une main de gloire pour pouvoir rentrer dans l'académie de magie et donc c'est la tante de C'est Sabrina vrai. qui lui donne la main de gloire, voilà. Donc vous avez maintenant une image à peu près de ce que c'est cette main de gloire, mais je vais vous expliquer un petit peu plus, voilà, de quoi il s'agit exactement. Donc pour faire court et sans spoiler, c'est basiquement une main momifiée qu'on va utiliser comme chandelier. C'est d'ailleurs de son aspect de D'accord. chandelier que lui vient son nom main de gloire. Donc selon, l'étymologiste Walter Skeet, le terme découlerait du mot mandragore. Main de gloire, mandragore. Mmh. Voilà. C'est assez proche phonétiquement parce qu'en fait, dans certains ouvrages, il était dit que la mandragore brillait comme une lampe dans la nuit. Voilà, si vous voulez la source, c'est selon l'Herbarius de Pseudo-Apulée. Mais bon, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer vraiment comment tout ça fonctionne. Où est-ce qu'on peut s'en procurer une? Eh Parce que bien, ça a j'y l'air viens. vachement classe dans la bibliothèque. Alors déjà dans l'allée des embrumes, hein, apparemment et Oh, d'ailleurs si le propriétaire de l'allée des embrumes, il dit à Malfoy que cette main, c'est un des achats favoris des voleurs. C'est parce que donc, comme je le disais, elle a le pouvoir, une fois allumée, de donc frapper de stupeur et d'engourdissement tous les occupants de la maison. Donc en gros, ils se réveillent que si la flamme de la bougie, enfin de la main, s'éteint. Donc c'est extrêmement pratique pour les D'accord. cambriolages, hein. Tu rentres avec ta main de gloire, tout le monde est frappé d'engourdissement et de stupeur et tu peux tranquillement faire ton petit cambriolage, voilà. Ouais, c'est hyper pratique. C'est très pratique. Mais alors pourquoi est-ce que tout le monde n'en avait pas une du coup? Parce que bon, c'est pratique pour les cambriolages, C'est mais rare, peut-être? mais c'est pas non plus, voilà, à la portée de Joe Clodo, parce que c'est quand même franchement chiant à fabriquer le merdier, hein. Voilà. Mais fort heureusement, on en a plusieurs descriptions et donc je vous parlais d'un ouvrage également. Et ben, c'est grâce à cet ouvrage que cette pratique n'est pas tombée dans l'oubli. Cet ouvrage, c'est Le Petit Albert. Est-ce que vous connaissez Le Petit Albert? Pas du tout. pas du tout. Eh bien, il est très souvent vendu avec le Grand Albert. C'est Un donc Oh, un ça dictionnaire? me dit quelque chose. c'est un grimoire magique du 18e en fait. Il a été Ah! imprimé pour la première fois en 1668 en France, c'est français et après il a été, très largement agrémenté, réédité et cetera. Mais je pense que je ferai peut-être un podcast juste sur ça parce que c'est vraiment super intéressant l'histoire de ce bouquin, de sa diffusion et de son impact technologique, enfin bref.
Bref, dans ces grimoires donc, le petit et le grand Albert, on trouve vraiment de tout, hein. Ça passe de la recette de cuisine à la fabrication de crème pour les pieds, un almanach, des potions de fertilité, enfin bon, c'est vraiment un énorme bric-à-brac et ce qui a fait son succès, c'est que les thèmes s'adressent à toutes les classes sociales. Parce que, à la fois, tu en as besoin, bah, pour cambrioler des maisons ou pour, faire tes cultures ou pour, faire, ta nouvelle crème, contre les rides, quoi. Et du coup, ça explique qu'au 18e, tout le monde, mais vraiment tout le monde en possède un exemplaire. C'est un succès éditorial incroyable. Mais à côté de ça, bah, c'est un grimoire et il parle de choses un peu impies et à ce moment-là, tout le monde est catholique. Donc bah, tout le monde en a un, mais tout le monde s'indigne de son existence, en fait. Donc genre, moi j'en ai un, mais par contre si toi t'en as un, ouh, ça craint, quoi. J'ai l'impression d'entendre parler de la vie sexuelle de quelqu'un. Donc voilà, il faut comprendre que malgré son contenu, hein, et son appellation de grimoire, c'est vraiment pas le sorcier qui va se procurer ce livre, mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Et c'est d'autant plus étonnant parce que en fait, ces livres, ils ont pas d'utilité pratique. En fait, les recettes, elles sont tellement compliquées et impraticables, même les recettes de cuisine qui ont des ingrédients beaucoup trop rares et beaucoup trop chers, bah, qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi tout le monde veut ce bouquin alors que vraiment, il n'a aucune Mmh. utilité réelle, quoi. Et donc, comme vous l'attendiez, voici la minute do it yourself. Je vous conseille de sortir votre petit calepin, prenez des notes parce que je vais vous expliquer comment fabriquer cette main de gloire grâce à l'édition du Petit Albert de 1751. Et j'ai gardé bien sûr la conjugaison en ancien français pour votre plus grand plaisir. Voilà. Ah oui. Ah. Bon, j'ai pas, j'ai mis des S à la place des F, hein, voilà, j'ai pas non plus. Donc l'auteur de cette édition, il avoue ne jamais avoir vu la main en action, quand même. Mais il dit qu'il a assisté au jugement de 3 voleurs qui, eux, ont admis, sous la torture bien entendu, en avoir fait usage. Donc pendant ces interrogatoires, on a demandé aux voleurs comment ils avaient acquis la main et quel en était l'usage. Ce à quoi ils ont donc répondu que l'usage, c'était de stupéfier, de rendre immobile ceux à qui on la présente. Donc voilà, vous voyez, jusque-là, je ne vous ai pas menti. Alors, comment on la prépare? On la prépare de la manière suivante. On prend la main droite ou la gauche d'un pendu exposé sur les grands chemins. On l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire dans lequel on la presse pour lui faire rendre le peu de sang qui pourra être resté. Puis, on la met dans un vase de terre avec du zima, du salpêtre, du sel et du poivre long, le tout bien pulvérisé. Ensuite, on la laisse 15 jours dans ce pot, puis l'ayant tirée, on l'expose au grand soleil de la canicule jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche. Et si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four qui soit chauffé avec de la fougère et de la verveine. Puis on coupe une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la cire vierge et du chiasme de Laponie. Alors, je n'ai pas trouvé ce que c'était le chiasme de Laponie. Et on se sert de cette main de gloire, donc, comme d'un chandelier, pour y tenir cette chandelle allumée. Et dans tous les lieux où on va avec ce funeste instrument, ceux qui y demeurent, ceux qui y sont demeurent immobiles. Voilà. Donc dans d'autres traductions, plutôt que de faire une chandelle, de la ficher dans la main, on oint carrément les doigts de la main d'une préparation magique et ce sont chaque doigt qui font les chandelles, en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit peu la merde pour en obtenir une. Ouais, Parce c'est que compliqué, ouais. aujourd'hui, on Ouais. a bif bof des gens pendus sur les chemins. Donc déjà, Oui. ça complique sacrément la Mmh. tâche, quoi. Ouais, c'est un Ah, peu tendu. ouais. Mais comme c'est encore plus la merde, si quelqu'un se pointe dans ta baraque avec, bah, ils ont quand même pensé à demander aux voleurs ce qu'il était possible de faire pour se protéger de cet instrument maléfique, hein. Donc l'auteur nous dit: «La main de gloire devenoit sans effet et les voleurs ne pourroient s'en servir si l'on frottoit le seuil de la porte de la maison ou les autres endroits par où ils peuvent entrer avec un onguent composé de fiel de chat noir, de graisse de poule blanche et du sang d'une chouette, et qu'il falloit que cette confection fût faite dans le temps de la canicule». Je sais pas ce qui est plus chiant, faire une main de de gloire ou faire, un anti-main de gloire. À Voilà, choisir, je préfère faire la main de gloire, il y a moins d'animaux impliqués. c'est bien vrai ça. Bon, voilà, autant vous dire qu'avec l'énorme diffusion des petits et grands Albert, le concept a vraiment séduit toute l'Europe dès le XVIIe siècle. D'ailleurs, on retrouve des représentations un petit peu cachées dans le décor, mais on en retrouve beaucoup, des représentations de mains de gloire sur différents tableaux. Pour ceux qui connaissent, on en trouve dans une œuvre de Pierre Bruegel l'Ancien ou encore chez pas mal de peintres flamands. Et le thème, il inspirera même pendant les 3 siècles qui vont suivre, parce qu'il y a des poèmes et des nouvelles du 19e qui l'évoquent. Et vous l'avez vu, on le retrouve, encore dans la culture pop aujourd'hui avec Harry Potter. Il y a un groupe qui s'appelle, Main de gloire. Il y a, dans Buffy, il y en a une mention également. On parlait de Buffy tout à l'heure. Enfin voilà, c'est quand même un thème qui séduit encore à l'heure actuelle. Sabrina, voilà, jusqu'à très récemment.
Et si vous pensez que ce sont que des légendes de campagne, eh bien détrompez-vous, parce qu'une véritable main de gloire est conservée au Whitby Museum, dans le nord du Yorkshire. Ah ouais? Ouais, en Angleterre, donc elle est exposée là-bas, accompagnée d'un texte de 1823. Et dans ce texte, ils disent comment la main de gloire a été faite. Alors, c'est un peu différent de ce que je vous ai dit. C'est un siècle après, il y a sûrement dû avoir des petites Ah variantes. ouais. Donc, ils disent que il doit être coupé du corps d'une criminelle, pardon, sur le gibet, mariné dans du sel et de l'urine d'hommes, de femmes, de chiens, de cheval et de jument, fumé avec des herbes et du foin pendant 1 mois, suspendu à un chêne pendant 3 nuits consécutives, puis posé à un carrefour, puis suspendu à une porte d'église pendant 1 nuit, pendant, pendant que le fabricant Toujours veille sous plus. le porche. Et Ça si fait c'est beaucoup de là, manip. si c'est cela, aucune peur ne vous a chassé du porche, alors la main soit vraie gagnée. Elle sera la vôtre. Ça n'a pas vraiment de Ouais. sens, mais vous avez compris l'idée. Hmm. Voilà, et donc la main en question, elle avait été retrouvée cachée dans un mur, dans le mur d'un cottage, au début du XXe siècle, par un maçon et historien local qui s'appelle Joseph Ford. Voilà, et ma petite chronique rigolote sur la Et main de gloire. est-ce que, alors je vais dire une grosse connerie, mais du coup ça me fait penser un peu à la main de Maupassant. Est-ce qu'on peut y faire un lien ou pas du tout? Alors, je connais l'ami de Maupassant. Il a écrit aussi un truc, une nouvelle fantastique avec une main. Mais le Ah, truc, c'est on sait pas peut-être. trop ce qui est réel et ce qui est pas. Je vous le conseille, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais c'est assez chouette. Je regarderai si je peux trouver ça, mais peut-être, hein, pourquoi pas, Je parce que suis allé c'est voir vrai j'ai essayé de que trouver la photo de la main du musée de Whippet, c'est ça que tu as dit? Whitby, J'ai Whitby. W-H-I-T. Attends, mais je t'envoie un lien si tu veux. C'est en anglais, c'est Hand of Glory, du coup? Ouais, si tu veux, je t'envoie le lien de. Ah, je veux bien si tu le lien, pour que je vois un Ouais, peu mais plus vite fait. comme pour chronique sur la visite avec un vampirologue, je ferai un petit article avec des photos que tu Ah! pourras joindre à la description, comme ça, Ah et si bah, vous voulez super. voir Oui, des d'ailleurs, images. je sais pas si tu as vu, j'ai aparté, j'ai joint à la description de ta vidéo sur le vampirologue, normalement, Oui, voilà, parce le que lien en c'est vrai question. que parfois, avec un visuel, c'est pas mal. C'est toujours pas mal, Ah, mais effectivement, c'est vrai. attendez, mais j'ai carrément une photo, je vais vous l'envoyer direct. Hop, là, je vous l'envoie sur la C'est conversation. quand même assez stylé comme principe, hein. C'est un peu compliqué à réaliser visiblement, mais c'est plutôt cool, hein. Beh, c'est assez stylé et puis vraiment, les représentations sont assez cool, notamment dans les tableaux, puis Mais souvent c'est pareil, sur j'ai une essayé cheminée, c'est classe. je suis curieux de voir le tableau en question parce que j'ai tapé le nom de l'artiste et pareil la main et j'ai pas trouvé. Par contre, il fait des trucs de ouf, hein, en termes de peinture, mais De Bruegel, l'ancien? ouais, ouais, Alors pareil, je te l'envoie, il est conservé au tu fait British un Museum. bon travail de recherche. En tout cas, en tout cas, en tapant comme ça à l'arrache, après je suis aussi très mauvais, hein, mais Ah oui, il est Mmh. magnifique. Tu vu? Et donc en fait, je sais pas si vous voyez donc sur le tableau à tu l'as droite du envoyé coup, il y a sur quel endroit du coup? sur, Facebook. Ah, sur Facebook, OK, d'accord. Ouais, Ah oui, à parce que droite j'ai du quitté tableau, tu as Facebook une pour pas que ça. cheminée et en fait, si tu zoomes sur la cheminée, tu as une main, dans un cercle ésotérique avec des chandelles au bout des doigts. Ah Oh, oui! stylé! Vous la voyez? Voilà, et pareil, il y en a une, attends. Ah oui, c'est très, très classe. Non, c'est ultra, ultra J'adore classe. la gravure, la peinture, elle est trop, trop classe que Mmh. tu as envoyée. Elle est Oui, c'est super superbe. beau, Je me c'est disais: «Mais super beau. Et ouais, j'adore les ce genre de». peintres flamands, là, il y a un peintre flamand, en fait, qui a fait plusieurs, il s'appelle Franz Franken le Jeune. Il a fait plusieurs tableaux qui s'appellent La cuisine des sorcières, ils sont tous différents et Ouais, dans quasiment tous, tu as une main de gloire. d'accord. Est-ce que ça remplace un petit peu le crâne d'une certaine manière de, ah, je sais plus, j'ai perdu mes notions d'histoire de l'art. Je sais pas. Alors attendez, hop, Mmh, je vous envoie un autre lien de ce fameux Franz, Franken, et là, pareil, tu regardes sur la cheminée, il y a une chauve-souris au-dessus et carrément une étoile et de la main. David. Ah Ah oui, oui, putain, ouais, Mmh. effectivement, ils sont effectivement. canons Ouais, les tableaux ces peintures sont aussi. Ouais, c'est ultra classe. stylés, hein, franchement, très, 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 très stylés. Voilà. Bah, écoutez, je sais vous voulez rebondir un petit peu dessus ou Et on passe ben à la moi j'avais suite? juste envie de dire merci pour la découverte parce que bah, je suis aussi souvent bien au courant de ce genre d'objet ésotérique. Hein, j'aime bien une petite passion vieille chose. Les autres. Et en fait, je connaissais la main de gloire de manière visuelle et en fait je savais pas que ça se retrouvait autant, notamment dans la peinture, etc. Et je savais même pas qu'on avait des recettes pour en faire. Je pensais vraiment que c'était quelque chose, une recette de sorcière qui se passait un peu sous la table en regarde ce que Ouais, je fais là. c'est ça. Ouais. Regarde, est-ce que tu veux un petit peu de basilic? C'est ça. Alors que pas du tout, Prends en un fait. petit peu de sauge, vas-y, ce sera bien. Non, mais Et c'est en ça. fait, je ne savais pas que déjà ce grimoire qui était détenu par quasiment tout le monde, j'en avais jamais entendu parler et Eh beh, encore écoute, moi moins. non plus, avant de commencer les recherches, je savais pas du tout. Et bien du coup, c'est Et vachement cool, merci.
Bah, de rien d'ailleurs, bah, les Ah grimoires, merci, ouais. ils sont trouvables, en ligne, il Oh, y a trop pas bien. ouais, ouais, il y a parce que moi je voulais, me procurer une édition papier, mais en fait les éditions sont assez vieilles et un peu douteuses, celles qui sont encore dispo. Du coup, autant regarder carrément les éditions du 17e, direct en ligne. Franchement, c'est aussi rapide et c'est assez cool. Il y a une petite illustration aussi, une gravure assez connue de la main de gloire. C'est une espèce de poing fermé avec une chandelle entre les doigts, avec Mmh. une main de gloire au-dessus, c'est assez cool. Et moi, je suis vraiment tombée dessus par hasard parce que j'ai un dictionnaire, de l'occultisme et de la magie, une vieille édition pareil reliée cuir et en fait, je l'ai ouvert et le marque-page était, à cette page-là et du coup, j'ai dit: «Mais vas-y, c'est quoi ça? Ça a l'air trop bien» et j'ai commencé à chercher et du coup, j'ai découvert ce super bouquin-là, le Petit Albert. Donc voilà, le petit j'ai pas regardé pour le Grand Albert, mais le Petit Albert, en tout cas, vous pouvez le checker en ligne Ah, cool. D'accord. et c'est assez, c'est assez compréhensible, hein. Enfin, on arrive à lire, sans Oui, problème. c'est juste du vieux français, Ouais, les voilà, S en relief, quoi, voilà, c'est ça. ça a son charme en plus, d'une certaine manière, Ouais, les j'aime bien français. moi Oui. aussi. J'aime bien en lire aussi. Merci beaucoup Manon pour ton petit do it yourself, Mais avec plaisir, la prochaine fois, je vous apprendrai à faire des onguents pour enduire les balais. C'était le thème, j'aurais dû ah oui! Ah, On a prochaine hâte de fois. savoir comment faire. Est-ce que ça marche avec un aspirateur aussi? C'est ça la vraie question. Oh non, je te Je pense qu'il faut tout déconseille essayer. vivement. Si vous Et voulez vraiment batifoler avec un aspirateur, allez lire, les témoignages sur internet des personnes qui l'ont fait avec l'aspirateur allumé. Un secours, C'est édifiant de ah mon Dieu, bêtises. un secours, un mais secours, un secours, un c'est secours, un secours. dangereux de faire ça. Faut C'est très pas, Oui. dangereux, hein. Faut pas le faire, ça il faut pas, hein. ça doit faire très, très, très mal. Ne le faites pas à la maison, ne faites pas non plus des mains de gloire à la maison, hein, je déconne, hein, c'est pas vraiment un art. C'est bien de préciser toujours. Bah, je croyais que ça était un do it yourself. Oui, oui, mais bon, voilà, je Titre putaclic. C'est ça, c'est pour que les gens DIY, main de gloire. ça tombe bien que vous ayez parlé de trucs un petit peu ésotériques, si je puis dire, parce que moi je vais aussi parler un peu d'ésotérisme, de folklore, mais cette fois-ci on va quitter un petit peu les mythes européens pour aller faire un petit tour en Asie, parce que je vais tenter de vous parler d'une créature qui est relativement assez méconnue. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour faire un petit aparté. C'est que j'ai tenté de trouver des sources vis-à-vis de cette créature, j'en ai pas trouvé des masses. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce que cette chronique ne va pas être très 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 élaborée. Ça va être beaucoup de on survole. Donc je vous invite, chers auditeurs, si vous avez envie d'en savoir plus, à vous renseigner par vous-même. Faudra aller chercher dans d'autres sources, dans d'autres langues. Et le temps m'étant régulièrement compté en ce moment, je n'ai pas pu aller à fond dans le sujet. Peut-être qu'on ira plus loin après derrière. Cette créature, je vous l'ai citée à toutes les deux en tout début d'enregistrement, mais c'était pas encore enregistré. C'est le Naga. Est-ce que vous connaissez le Naga ou pas? Le nom me dit quelque chose, mais j'avoue que j'ai pas du tout de Ouais. visuel, quoi. Et Et toi, alors Hello? moi, rien du tout. Rien du tout. Alors, éventuellement, peut-être que c'est un démon dans une autre culture, mais alors, je dis ça en étant absolument pas sûre de moi. Non, mais le Naga, c'est vraiment une créature qui est totalement inconnue. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, parce que c'est un espèce de reptile, en fait, hein, et j'aime bien les reptiles de manière générale. Et surtout, j'aime bien les reptiles à travers le prisme de l'heroic fantasy de manière générale, hein, parce que je suis un grand lecteur d'heroic fantasy. J'ai pas mal joué à pas mal de jeux où, justement, cette créature, le Naga, est très régulièrement reprise. Et là, tout à l'heure, j'étais là à me dire, putain, il me faut un truc pour ce soir. Et je me suis dit, ah, si je faisais un truc sur le Naga, j'ai commencé à me lancer dedans. J'ai commencé à écrire des trucs. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose. Et c'est là où j'étais dégoûté, mais c'était trop tard. Donc, du coup, on va quand même essayer de parler de Naga. Si vous voulez me couper, allez-y. Allez-y, parce que ça va être je sens que ça va être le bordel, moi, dans ma tête, parce que mes notes, elles sont dans un état désastreux. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Alors, enfin, si ça vous va, moi, on est bien Oui. Papapapapam. On va pas parler tout de suite d'Heroic Fantasy, on en parlera un petit peu à la fin très rapidement. On va d'abord se concentrer sur les origines. Comme toujours, un petit peu d'étymologie pour commencer, mais ça va être fait assez rapidement. Naga signifie serpent en sanskrit. Voilà. Ok, facile. Et c'est là où Easy, nickel. première déception, c'est qu'en fait, du coup, je vais vous parler du serpent dans l'hindouisme, en fait. Parce que un naga, c'est vraiment juste un serpent. C'est-à-dire que physiquement, c'est un serpent. Mais c'est un serpent un peu particulier parce que c'est quand même un serpent qui peut prendre une apparence de mi-homme, mi-serpent ou mi-femme, mi-serpent. Sachant que d'ailleurs, le nom féminin du naga, c'est Nagini. Mais putain, j'étais en train de me faire la réflexion, j'étais en train j'allais t'interrompre pour te le dire, tu vois, genre, est-ce que c'est pas genre un lien avec Nagini? Ah, il y a le lien, il est quand j'ai vu ça, j'ai fait oh mon dieu, mais c'est ouf. Oh mon Dieu. Voilà.
Ouais, je surjoue, hein, bien évidemment, parce que j'ai juste dans mon PC, il s'est rien passé physiquement, donc tout ça c'était dans ma tête. Mais voilà. Donc du coup, alors il peut se transformer en mi-femme, mi-serpent, mi-homme, mi-serpent, ça dépend de son genre. Il peut se transformer en serpent tout court, voire même carrément parfois prendre forme humaine tout court, hein. Voilà. Alors attention, le naga n'est en réalité pas une créature maléfique comme on aurait pu le penser, étant donné que c'est un serpent. En réalité, c'est une créature bénéfique. Il est le gardien des trésors de la nature. Comme tous les serpents, il est attaché à l'élément de l'eau et il serait vecteur de prospérité. Plus précisément, dans de nombreuses légendes de l'Inde et du sud-est asiatique, les Nagas sont en fait aussi des habitants du monde souterrain. Il est, de fait, puisqu'il est un petit peu dans les mondes souterrains, un petit peu dans l'eau, une sorte de protecteur médiateur entre le ciel et la terre, voire même carrément parfois une passerelle entre le monde des morts et celui des vivants. Dans certaines légendes cambodgiennes, ça va même plus loin, le Naga peut voyager sous terre, nager dans l'eau, voler dans les airs, et en fait il peut tout faire quoi. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. Le Naga, vu qu'il va un petit peu partout, on lui doit la fertilité du sol, et il arrive parfois qu'autrefois certaines femmes allaient dans les temples pour obtenir don de fertilité vis-à-vis des Nagas. Alors, comme dans toute mythologie, bien évidemment, quand vous avez un gentil serpent, forcément il va avoir un ennemi qu'il va devoir combattre. Cet ennemi, c'est Garuda. Garuda, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est un oiseau qui cherche à manger les nagas. Jusque là c'est assez logique, hein, les oiseaux mangent les serpents. Donc c'est pas qu'ils se sont pas trop foulés, mais c'est que c'est une certaine logique. J'allais te Garuda, répondre, cet ennemi c'est Saint Patrick qui chasse les serpents hors d'Irlande. C'est pas mal. Patrick qui chasse les nagas hors d'Irlande. Oui, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Donc Garuda, c'est un être maléfique. Vous pouvez trouver plein de petites statuettes de Garuda sur internet. Ça s'écrit Garuda. Il est assez stylé, hein, on va dire. Et en fait, c'est un être maléfique jusqu'à ce que Vishnu, le dieu, réussisse à le capturer pour en faire sa monture. Avoir une monture oiseau, ça reste quand même assez classe, je trouve. Sachant qu'il est même carrément possible dans certaines cultures qu'en réalité, le naga, donc le serpent, et Garuda, l'oiseau, soient en fait une représentation symbolique du dieu Vishnu, une forme bénéfique de Vishnu et une forme maléfique de Vishnu, en fonction de ce que le dieu a envie de faire. Voilà. Il y a des jolies, je suis en train de regarder là sur Google Images, il y a des jolies, c'est joli, hein. des jolies œuvres de Naga vs Garuda, ouais. Des petites statuettes, des trucs bien classe. Ah non, mais l'art, on va en parler un petit peu tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez stylé. Très rapidement, Garuda et le Naga, c'est aussi présent dans le bouddhisme, bien évidemment. Et dans le bouddhisme, une légende raconte que Garuda aurait carrément été converti par Bouddha et serait donc devenu l'un des protecteurs de son enseignement. Voilà. Donc en gros, il est méchant, mais au final, il devient gentil à la fin, donc tout est bien qui finit bien. Alors, la plus grande source qu'on peut avoir sur les Nagas ne se trouve en réalité pas dans les contes ou les écrits, mais effectivement dans l'art. Comme tu l'as si bien dit maintenant tout à l'heure, on va faire un tour sur Google, dans l'iconographie de la culture khmer, où il apparaît très fréquemment. À travers cette iconographie, on y découvre notamment le royaume des Nagas, un lieu constitué de rivières, de lacs, de mers, des créatures résidant dans des palais luxueux qui seraient décorés de perles, de pierres précieuses, qui pourraient pourquoi pas d'ailleurs correspondre au fameux trésor que gardent les créatures dont je vous parlais au tout début de la chronique. Généralement, les nagas sont souvent représentés de façon sinueuse, créant des sortes d'arches. Si vous allez voir un petit peu les nagas sur Google, vous verrez tout ça. Hein. Vous voir carrément parfois des balustrades, des chaussées, souvent bien évidemment autour de bassins d'eau ou au-dessus de rivières. Ils sont bien évidemment aussi souvent représentés avec des joyaux sur la tête. Les chaussées à l'entrée de temple sont pour la plupart du temps de fait bordées de nagas, comme je le disais, ce qui symboliserait, pourquoi pas, le lien entre le monde des humains et le monde du divin à l'entrée des temples. Alors voilà un petit peu pour ce qui est du naga déjà pour commencer. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Non, c'est cool. En plus, je trouve que c'est assez bien résumé parce que souvent c'est assez compliqué, je trouve, ce genre de mythologie à saisir quand t'as pas le... Bah, c'est un peu comme... Le background en fait. Ouais, voilà. J'en ai chié, hein, vraiment, j'ai essayé de me renseigner et en fait il faudrait vraiment aller plus profond, essayer d'aller voir tous les mythes et légendes autour de Vishnu, autour de machin, etc. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la malédiction de la page Wikipédia où en fait tu fais couvrir des nouvelles pages Wikipédia pour essayer de comprendre ce que tu es en train de lire et ça ne s'arrête jamais quoi. C'est ça, et comme j'étais quand même en train de travailler aujourd'hui, j'ai pas pu faire tout ça malheureusement, donc j'ai quand même essayé de tenter de vous trouver quelques petites versions de légendes avec des nagas assez sympas, donc il n'y en a pas non plus énormément. On va commencer avec le naga et Bouddha, parce que je trouvais ça assez sympa. Le naga va apparaître dans la vie de Bouddha. En effet,
lorsque ce dernier était en train de méditer auprès de l'arbre de l'éveil, l'endroit où il médite habituellement, un terrible orage s'abattit sur le lieu. Tellement terrible que le lac voisin, à côté de l'arbre, commença à sortir finalement de sa terre. Imperturbable, Bouddha continua bien évidemment sa méditation. Pas un lac qui va l'arrêter. Toujours. Et alors qu'il était en train de se noyer, sans bouger, sans rien faire, Muchalinda, le roi Naga, vivant dans le lac, décida alors de le sauver en s'enroulant tout autour de lui, protégeant ainsi Bouddha de ses 7 têtes jusqu'à ce que les flots se retirent. Si vous tapez Muchalinda, donc Muchalinda sur Google, vous verrez que c'est une scène qui est très fréquemment représentée dans l'art bouddhiste Theravada, qui est une branche assez ancienne de la religion bouddhiste. Ah oui, c'est joli en plus. Oui, C'est elles joli, sont hein. superbes ces statues. Mais c'est beau, Ouais. hein, c'est vraiment joli. Ah mais là, l'art Khmer et l'art d'Asie du Sud-Est, c'est vraiment stylé de ouf. Hein. Mm. Je suis un grand fan de ça. Si vous voulez en voir beaucoup, je vous conseille le British Museum. Ils ont une aile Ah entière. ouais. Ah, Bon, ça, après, c'est les vestiges de la colonisation. Hein. Oui, mais oui, le British Museum, vous en avez. Moi, je me souviens en avoir vu en vrai des statues comme ça, si jamais. Oh, c'est tellement classe. Mais là, je vois qu'il y a une espèce. Alors, je sais pas si c'est un temple ou une immense statue là. Avec Ah mais justement t'as ce des statues serpent, là. qui sont absolument gigantesques. Tous les temples sont c'est des trucs de fou avec des décors C'est qui sont Disneyland, quoi. assez dingues. Hein. C'est assez monstrueux. L'autre légende que j'ai à vous raconter, c'est une légende qui est aussi assez courte. C'est l'histoire de Ananta, qui est un naga, mais cette fois-ci dans la mythologie hindouiste. Son nom signifie sans fin. Il est le serpent cosmique, celui qui soutient tout l'univers. En fait, lorsque Vishnu crée un univers, il crée le monde, forcément au bout d'un moment l'univers il va finir par disparaître. Mais la destruction de l'univers créé par Vishnu, ça le fatigue. Et de fait, quand Vishnu se repose, eh bien, avant de forger un nouvel univers, parce qu'en fait il fait ça, il forge des univers à la chaîne, il décide souvent de se reposer sur le corps d'Ananta. D'ailleurs, au passage, Ananta, c'est en réalité Nagaraja, donc un roi Naga, il y en a plusieurs dans la mythologie hindouiste, et il posséderait plus de 1000 têtes. Alors, c'est pas pour rien qu'on est sur le serpent cosmique quand même, hein. Sachant que ce Naga possède également d'autres noms, Shesha ou Vasuki, et en fonction de ces noms, il va pas forcément avoir les mêmes capacités, les mêmes fonctions. Pareil, il y a beaucoup de représentations de cette scène. C'est une légende, hein, mais c'est vraiment juste Vishnu qui est étalé sur un lit qui est un naga en fait. Voilà. Pareil, vous tapez Vishnu Ananta, je pense que vous devriez pouvoir en trouver quelques-unes de ces représentations. Voilà un petit peu pour ce qui est du tour du naga. Donc, vous voyez, c'est assez vide, si je puis dire. Du coup, on va très rapidement faire des petits parallèles avec la mythologie occidentale. Le naga, on pourrait le rapprocher légèrement de l'Ouroboros des Grecs. Pourquoi pas, c'est chez les Égyptiens d'une sorte de Apophis ou encore une sorte de dragon, mais plutôt bénéfique de fait en Occident. Quoi qu'il arrive, la mythologie hindouiste et bouddhiste, elle va avoir une certaine influence au travers, comme toujours, hein, de l'heroic fantasy. C'est-à-dire que si vous en avez marre de créer des orques et des gobelins, que vous avez envie d'un truc un peu plus ésotérique, encore une fois, ce sera vraiment le mot de cet enregistrement, et ben vous allez agrémenter votre univers généralement de naga. C'est le cas par exemple dans la célèbre saga de jeux vidéo tels que Warcraft, où à partir de Warcraft 3, on va introduire une nouvelle race qui est la race des Nagas, qui sont en réalité d'anciens elfes de la nuit maudits par la Légion ardente, une bande de démons, etc., etc. Pour le coup, les Nagas dans Warcraft reprennent carrément les attributs architecturaux, plus ou moins, bien sûr, parce que c'est au point de vue du sud-est asiatique, et ils ont également cette idée d'être à la fois des serpents et des humains en même temps. On retrouve ça aussi dans la saga Heroes Might of Magic, qui est un jeu RPG tour par tour, où il existe plusieurs factions qu'on peut contrôler, parce que c'est un jeu de stratégie, hein, bien évidemment, dont la faction des magiciens, qui est une faction qui est très très inspirée de mythes orientaux, où il y a plusieurs créatures telles que des djinns, etc. Et dans le cas, bien évidemment, il va y avoir des nagas, qui seront toujours des femmes saines. Paraît-il que dans Tomb Raider, mais je n'ai jamais joué les anciens, parfois dans des temples hindous, elle va combattre des nagas à l'intérieur. Donc c'est très très succinct, c'est très très rare au final. Alors, en Occident, le naga, comme vous l'avez dit vous-même, parce que vous ne connaissiez pas l'animal, la créature en début de chronique, c'est pas trop une bête qui a vraiment percé en Occident. Et au final, c'est bien dommage parce que je trouve que esthétiquement, c'est une créature qui a quand même de la gueule, même si c'est juste un serpent, quoi.
Bah, carrément, puis en plus, moi, ça me fait penser vraiment avec enfin, les rois, en tout cas, avec toute leur tête là, à l'hydre. Il y a un côté très hydre de l'herbe, Ouais, ouais, c'est effectivement, ouais. ça, et avec toutes ces têtes de serpents et ça Parce plutôt cool en plus de que dire qu'il est ouais. gentil, du coup. Oui, c'est Enfin, ça, tu vois? c'est vraiment le tu vraiment les 2 conceptions de mondes différents. Le monde occidental où le serpent, c'est vraiment le méchant, le truc dégueulasse et tu vas en Asie, en fait, c'est un gars sympa, quoi. Et on retrouve ça aussi, je vais faire un parallèle très gros, mais avec les dragons. Le dragon occidental, il est méchant, le dragon oriental, il est gentil. C'est, vraiment 2 conceptions totalement différentes des reptiles, en fait, de manière générale. Mmh. C'est fou quand même, c'est super intéressant ça. Ouais, je pense qu'il y aurait à creuser, matière à creuser, énormément là-dessus, hein. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous renseigner, chez vous, chers auditeurs, si vous êtes un petit peu intéressés par le sujet, parce que je pense qu'on peut vraiment aller beaucoup plus en profondeur. On peut même tellement creuser qu'on pourrait rejoindre le trésor du Naga, peut-être. OK. Et ce Non, sera puis bah, c'est le mot de la vraiment fin pour nous. un bel exemple, je trouve, de la manière dont notre culture, et notre origine nous fait percevoir les choses, de Mmh. manière diamétralement opposée parfois, et c'est cool, ce genre de chronique parce que ça nous permet de nous rappeler que, ben, que notre conception du monde, elle est pas la même que celle de nos voisins et que Tout à personne fait, n'a ouais. tort, personne n'a raison, quoi. Voilà. Ouais, c'est juste, en fonction de ce que tu vois Mmh. derrière l'animal en question, hein. D'autant plus que parmi mes recherches, j'ai vu qu'il existait certains nagas qui étaient maléfiques et qui étaient là pour représenter, notamment parmi les Raja Nagas, parce qu'il y en a quelques-uns, mais tu en as certains qui représentent vraiment le serpent dans sa méchanceté, la morsure, mais tu as toujours ce parallèle quand même de, en fait, c'est aussi un gars sympa, quoi. Mais ça, dans les. Enfin, alors, à prendre avec des énormes guillemets, mais c'est cette impression que t'as pas juste le bien versus le mal, c'est que t'as vraiment juste le. Bah, en fait, c'est les deux à la fois, quoi. Enfin, Oui, rien n'est comme, noir ou comme pour tout. blanc, tout Rien n'est blanc, est rien n'est noir, quoi. et puis Dans le tout est sens où même. fluide aussi. C'est ça, tout est Que fluide. Et puis quand on retrouve la légende vis-à-vis de Vishnu, le Naga c'est un Vishnu gentil, le Garuda c'est un Vishnu méchant. Bah voilà, c'est qu'en fait Vishnu il peut être sympa et il peut être méchant, ça dépend si tu le traites bien ou pas, quoi. Il n'y a pas cette notion de binaire. Il y a moins, on dirait, cette option binaire. En tout cas de loin, hein, parce qu'encore une mmh. fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la culture khmer, hindouiste et bouddhiste. Très 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 loin de là, mais de ce que j'en aperçois, on dirait que c'est plutôt gris, quoi. Voilà. C'est Et marrant je de dire que c'est gris alors que c'est plein de couleurs justement, mais bref. Moi, je pense qu'il y a l'endroit où on pourrait peut-être se renseigner le mieux, ça va être les masters et les thèses en anthropologie sociale Mm. sur le continent asiatique. Parce que moi, je sais que j'avais des collègues qui travaillaient sur ces... alors, des collègues quand j'étais en licence, hein, qui, eux, faisaient déjà leur master ou qui comptaient faire leur master sur ce genre de thématique. Du coup, on doit pouvoir trouver des choses. Et, Ouais, carrément. et c'est super intéressant parce que moi, tout de suite, quand tu m'as dit qu'un naga, c'était un serpent, j'ai pensé à Quetzalcoatl, donc le serpent ailé de la mythologie, Ah oui. donc de l'autre côté, en Amérique du Sud notamment, qui a aussi une figure très ambivalente, qui est ni vraiment mauvais ni vraiment méchant, et qui tranchait déjà, Mm. nous, de notre vision très ethnocentrée du serpent qui est méchant, qui mord, qui est clairement un représentant du malin. Tiens, on y revient. Mmh. Et alors que là, on peut le voir bénéfique, et ce qui est pas plus mal d'une certaine manière. Parce que les serpents, on les voit au quotidien, mais même moi, j'aime pas ça. Ça me terrorise. Parce que ça a pas Alors de qu'en pattes. fait, ouais, ça a pas de pattes, c'est ça. Alors qu'en Ils ont fait, pas de c'est bras. un précieux allié de notre jardin et notre biodiversité. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, ça se voit dans la culture, puisqu'au final, dans enfin, dans ce que je viens de dire, c'est un animal qui est lié à la fertilité, parce que justement, il arrive à fertiliser les sols, en fait, de par sa présence. C'est ça. Et c'est assez intelligent que ça se retrouve dans les mythes, au final. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous recevoir sur ce petit plateau virtuel, comme d'habitude. Si ça vous a plu chez vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, gna gna gna, tout ça, le pouce bleu. Vous connaissez la chanson, vous l'écoutez partout autour de vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait parce que vous êtes libre, tel le serpent. Donc, en gros, voilà, c'est cool. Merci. Merci. Bah Terrible oui. conclusion. C'est cool, merci. Si. C'était chouette. Allez, je coupe cet enregistrement. Eh ben Non, mais nickel. on a un chaton à la maison qui fait beaucoup de bruit en ce moment, donc c'est Ouais, mais alors, terrible. les bruits de chatons, c'est pas grave parce que c'est trop mignon d'entendre des bruits de Voilà. chatons derrière. Donc, c'est pas grave. Non, pas C'est- quand on est c'est- en train de lui gueuler dessus parce qu'il est en train de faire une énième connerie. Ça, c'est Ah, pas mignon. ouais, ça c'est moins mignon du coup, ouais, c'est sûr. Ouais, chat de merde, enculé! Ouais, c'est ça, globalement. Par la fenêtre. Je vais te rendre au refuge, saloperie. Pauvre chat. Bon,
Eh ben, c'est parti. Allez, toubidoum. 1, 2, 3. Bonne année. Ouh. Je fais toujours cette même blague, ça ne change pas.